Bonjour Gilles Ardina. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé et docteur en géographie. Je vous reçois aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre livre « Comprendre la mondialisation en 10 leçons » publié chez Ellipse. Alors il s'agit d'une nouvelle édition. La nouveauté, c'est qu'elle est préfacée par Jacques Sapir. Jacques Sapir, un économiste qui s'est fait connaître pour ses travaux sur la démondialisation. Alors d'abord, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à vouloir expliquer, faire de la pédagogie autour de ce concept de mondialisation qui est parfois assez mal défini par un chantre de la démondialisation ? Oui, alors cette contradiction n'est qu'apparente en fait, puisque mondialisation et démondialisation sont deux concepts contradictoires, l'un ne fonctionnant pas sans l'autre. L'idée de se mondialiser, c'est l'idée qu'un phénomène, quel qu'il soit, ayant au départ une base plutôt locale ou nationale, va avoir tendance à s'internationaliser jusqu'à finalement se confondre avec l'espace mondial dans sa quasi-totalité. Donc le fait de se mondialiser, c'est cette dynamique de devenir mondial. Et la démondialisation, le fait de démondialiser, c'est l'idée que quelque chose qui s'est inscrit à l'échelle mondiale, pour des raisons politiques, pour des raisons de choix tactiques, on va vouloir le démondialiser, c'est-à-dire le réinsérer dans des frontières et le réinscrire dans des territoires. Et donc cette problématique de mondialisation, démondialisation, c'est vraiment une ligne et une grille de lecture pour comprendre le monde d'aujourd'hui, puisque cette mondialisation concerne tous les phénomènes quand on y regarde de plus près. Alors Gilles Ardina, vous enseignez la géographie, je l'ai rappelé en introduction, mais vous avez enseigné également l'économie, et pourtant l'économie est assez absente de votre livre. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un tropisme économique quand on cherche à expliquer la mondialisation ? Alors c'est totalement évident que dès que le mot mondialisation est prononcé, l'entrée économique est privilégiée, voire est la seule entrée. Et j'ai choisi justement de faire un manuel de culture générale avec volontairement une place, vous l'avez dit, assez secondaire pour les questions économiques. Alors pourquoi ce choix ? D'abord, je rappelle qu'en économie, on utilise énormément de chiffres, de tableaux statistiques, que énormément de livres et de rapports sont publiés chaque année sur ces questions, et que ces chiffres, en plus d'être contestables dans la manière dont ils sont élaborés, ils sont souvent très vite périmés. Et donc je voulais faire une analyse de la mondialisation qui puisse garder une pertinence. Alors justement, à quelles autres disciplines faut-il faire appel ? Alors en fait, on doit faire appel pour la mondialisation à toutes les disciplines. Parce que certes, l'économie est fortement mondialisée. On a une finance qui est sortie des frontières avec des marchés qui sont complètement intégrés au niveau mondial, grâce notamment aux nouvelles technologies de l'information et à toutes les déréglementations bancaires qui permettent la libre circulation des capitaux. Même chose pour les entreprises. Donc oui, l'économie et la mondialisation sont des choses qui fonctionnent énormément ensemble. Mais pas uniquement la question économique. Je vais prendre simplement deux exemples. La question des sciences politiques et du politique. On a vécu par exemple, à peu près depuis 1789 et jusqu'en 1989, donc 200 ans, une période où la vie politique était polarisée par les notions de droite et de gauche. C'est une ligne conductrice dans la vie politique, notamment française, qui avait du sens. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les sciences politiques sont complètement bouleversées par ce concept de mondialisation, puisqu'on observe à l'intérieur des principaux partis, c'est valable en France mais aussi à l'étranger, que ce thème de la mondialisation devient la vraie ligne de rupture et la vraie ligne de débat au sein des partis, et qui finalement est beaucoup plus pertinente aujourd'hui. Donc ça recompose les sciences politiques et pas uniquement l'économie. Et deuxième exemple, c'est la question de la géopolitique. Les puissances de tout temps ont eu des logiques de contrôle de territoire, de domination, d'hégémonie, de construction de civilisation. La mondialisation a en géopolitique une conséquence énorme, qui est justement la mondialisation des logiques de puissance et l'apparition des puissances mondiales, des grands cénacles autour de l'ONU et d'autres organismes qui sont effectivement l'embryon de cette gouvernance mondiale, et puis l'avatar le plus tragique qu'on a connu au XXe siècle, qui sont les guerres mondiales. Vous voyez, en géopolitique comme en sciences politiques, et dans tous les domaines, c'est valable, que ce soit en géographie, que ce soit en droit ou que ce soit en histoire, par exemple. Alors justement, Gilles Ardina, puisque vous évoquez l'histoire, on a quand même le sentiment que la mondialisation est un phénomène plutôt récent. Le terme de mondialisation est apparu au milieu du XXe siècle, dans la deuxième partie du XXe siècle. On peut dire que c'est faux, que la mondialisation, elle prend ses racines dans l'histoire et qu'on assiste simplement aujourd'hui à une accélération du phénomène ? C'est exactement ça. La dimension historique de la mondialisation est déterminante, parce que la mondialisation n'est pas un état stationnaire, c'est un processus. Et un processus qui s'étale sur une période relativement longue, sur plusieurs siècles.
Sur cette question, comme sur toutes les questions, les historiens ne sont pas tous unanimes, mais il y a un consensus pour considérer que la mondialisation en tant que telle, c'est-à-dire l'apparition du monde comme espace, cette mondialisation apparaît au début du XVIe siècle avec les grandes découvertes. À partir des grandes découvertes, on a la cartographie progressive du monde, la prise de conscience des limites géographiques du monde, la mise en place des premiers réseaux mondiaux, des réseaux d'évangélisation, des réseaux de commerce et, en géopolitique c'est capital, l'apparition des premières puissances mondiales. Avant cette époque, parler de puissance réellement mondiale, c'est anachronique. Charles Quint disait à cette époque « Sur mon empire, le soleil ne se couche jamais » et il avait la conscience justement qu'il était le premier souverain véritablement mondial à pouvoir envisager sa stratégie de puissance sur la planète entière et pas uniquement sur la Méditerranée ou une portion du monde. Donc on a, à partir du XVIe siècle, la mise en place de la mise en relation des territoires du monde entier et effectivement qui va s'accélérer au fur et à mesure notamment des inventions technologiques et des innovations scientifiques. La machine à vapeur, le moteur à explosion, l'électricité, le télégraphe, etc., jusqu'à récemment les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors comment a évolué ce jeu des grandes puissances au travers des siècles et lesquelles ont tiré profit finalement de ces nouvelles technologies de l'information et des communications? Alors à l'échelle historique, on a eu pendant plusieurs siècles une domination de puissances principalement européennes qui ont construit des empires mondiaux, qui ont d'ailleurs imposé certains dogmes de la mondialisation à des pays, comme par exemple le libre-échange, qui ne s'est pas fait sans résistance. Et aujourd'hui, ces puissances européennes, suite notamment aux problèmes des guerres mondiales, leur affaiblissement au XXe siècle, ont été progressivement supplantées par les deux superpuissances de la guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique, tout à fait. Et on peut d'ailleurs considérer la guerre froide comme une concurrence entre deux formes de mondialisation. C'est deux mondialisations concurrentes avec des visions, des idéologies différentes, mais à vocation mondiale. Et aujourd'hui, on a effectivement la superpuissance, certains parlent d'hyperpuissance américaine, qui tire profit, puisque vous parliez des nouvelles technologies, de ces atouts technologiques, de ce contrôle des autoroutes de l'information, etc., mais avec, dans notre époque, la concurrence de plus en plus visible des pays émergents. Et donc on peut envisager la mondialisation aujourd'hui comme un bras de fer entre cette vision unipolaire américaine et la tentative d'émergence d'un monde multipolaire, avec notamment la Russie et la Chine comme chef de file. J'en reviens pour conclure, Gilles Ardina, à la préface de votre livre signé de Jacques Chapir. Il y a aujourd'hui une contestation de la mondialisation. Comment s'organise-t-elle? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle est en ordre trop dispersé pour qu'il y ait effectivement une inversion dans les faits, dans les chiffres de la tendance et finalement que l'on assiste bel et bien à une démondialisation? Oui. Alors la contestation, vous avez raison, c'est quelque chose qui n'est pas monolithique. Ce sont des chapelles multiples et variées qui chacune va porter un regard critique sur tout ou partie du processus de mondialisation. Dans mon livre, j'essaie justement d'en faire une typologie, en identifiant par exemple ceux qu'on appelle les altermondialistes, qui ont des racines idéologiques dans la gauche radicale, mais qui ont abandonné certains dogmes du marxisme, notamment l'idée d'une prise de pouvoir par les armes et l'idée d'une dictature du prolétariat, mais en conservant certaines analyses marxistes et en essayant de proposer de nouveaux modèles d'autogestion, de démocratie participative, etc. Ce mouvement altermondialiste est lui-même une nébuleuse de quantité de mouvements avec des nuances diverses. Et à côté de cette mouvance altermondialiste, que l'on voit notamment dans le Forum social mondial, on a ce que j'ai identifié la tendance plutôt souverainiste, qui, elle, apporte des réponses politiques qui sont plus classiques, qui ne sont pas dans l'innovation politique, ce que les altermondialistes aimeraient faire, qui proposent l'État-nation comme structure politique avec son territoire, ses frontières, comme entité qui va justement cadrer, réguler et limiter la mondialisation, avec des nuances à l'intérieur du souverainisme qui sont extrêmement nombreux. Aussi bien à gauche qu'à droite. Aussi bien à gauche qu'à droite. Et ces deux tendances principales sont aujourd'hui relayées par de nouveaux discours, l'idée d'antimondialisme, le discours de la démondialisation, que Jacques Sapir justement a bien théorisé en France, toutes sortes de nouvelles réflexions où la mondialisation est vraiment le concept central de tous les débats. Eh bien, Gilles Ardina, merci d'être venu nous présenter votre livre « Comprendre la mondialisation en 10 leçons ». C'est aux éditions Ellipse. Merci. Merci.